L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va fêter les 3 médailles olympiques d'un skieur grenoblois, prendre des nouvelles du groupe l'Amuse-Gueule et décrocher le jackpot grâce à une nouvelle fondation. Et pour parler de ces sujets, je reçois Romain Deschamps et Salvatore Virgone du groupe l'Amuse-Gueule. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue. En face de vous, Patrick Mérigot, président de la Fondation Mérigot. Bonjour. Et puis Frédéric François, triple médaillé olympique en ski assis. Bienvenue. Bonjour. Frédéric. Je salue également Jean-François Vassili de Grenoble qui a gagné cette semaine les 200 € de bons d'achat offerts par notre partenaire l'entrepôt du bricolage. Si vous voulez faire comme lui, il suffit de répondre à la question de la semaine que vous pourrez retrouver à la fin de cette émission sur notre site internet télégrenoble.net. J'ai un autre gagnant sur ce plateau. C'est pas 200 € qu'il a gagné, c'est un petit peu plus. Avec 3 médailles, Frédéric, que vous nous avez ramenées il y a quelques jours de Corée. Là, j'ai l'argent, là, j'ai le bronze. Il y a encore du bronze ici sur la table. Allez, moi, je suis pas superstitieux, donc je vais mettre je peux la mettre, la médaille d'argent. Allez, faites pour ça. Bon, voilà. C'est une médaille après laquelle vous couriez depuis un certain temps. Vous êtes sur le circuit international depuis quoi, une décennie à peu près? Oui, en gros. Et il vous manquait une breloque olympique. Vous n'étiez pas passé très loin il y a 4 ans à Sochi? Ouais, à Sochi, j'avais pas eu la chance de revenir comme ça. Peut-être c'était mon état d'esprit qui était pas bon. En tout cas, j'avais un peu joué de malchance aussi. Donc là, je suis extrêmement content, surtout à la veille de ma retraite. Je suis un skieur accompli, on va dire. Parce que vous étiez le doyen de la délégation française, hein, vous avez 41 ans. Ouais, pas tout à fait. J'étais le doyen de l'alpin et il y avait une snowboardeuse qui avait 43 ans. Ah, bah voilà. Donc vous lui avez laissé la priorité, c'est très galant. Exactement. Mais a priori, elle adore ça parce qu'elle vient de dire qu'elle enchaînait jusqu'à Pékin. Bon, 41 ans, qu'est-ce qui vous a poussé à continuer? Je crois qu'après Sochi, vous aviez envie d'arrêter. Hein, vous aviez déjà fait une belle carrière? Oui, j'avais une carrière sympa, mais rien de forcément exceptionnel. Ce qui m'a poussé à arrêter, c'était justement la peur de regretter quelques années plus tard. Et en fait, je crois que c'est ma femme qui... Elle vous a poussé aussi, votre femme. Habituellement, c'est l'inverse, les femmes... Après, elle est forcément pas super fan que je sois loin régulièrement et longtemps. Mais elle voulait pas que je lui reproche un jour quoi que ce soit. Et du coup, elle m'avait dit, retente ta chance... Elle s'est dit, s'il n'a pas de médaille olympique, il va mal vieillir. Donc, Est-ce que ça veut dire que j'ai bien vieilli maintenant? Je ne sais rien. Mais... Bon, on va revenir en images sur les 3 courses qui vous ont permis de ramener ces médailles. La première en Super G. Première médaille, ça vous a enlevé la pression parce que vous alliez là-bas vraiment avec l'envie de ramener quelque chose. Oui, la pression, elle a sûrement été un peu atténuée par cette médaille, c'est sûr. Mais non, j'avais quand même vraiment confiance en moi quand je suis parti, quoi. Donc, j'étais très déçu la veille sur la descente de pas créer la surprise, on va dire. Et du coup, c'est une des plus belles finalement quand même la première, hein, parce qu'en plus j'arrive en bas, je suis premier et il y a des longues minutes d'attente parce que je sais que derrière il y a encore pas mal de cadors de la discipline là et bon je finis 3e, mais à ce moment-là j'ai enfin ma médaille, quoi. Ça va vite, hein, le Super G, on le voit sur ces images. Oui, clairement. En plus c'était un Super G assez particulier parce que il avait vraiment le minimum de portes et du coup on était quand même pas loin de la descente. Pour le coup là. C'est votre spécialité le Super G? Non, pas spécialement. À la base, moi j'étais plus attendu sur le slalom. Après, j'avais été vice-champion du monde de Super G il y a 3 ans. Donc moi je savais que je pouvais faire quelque chose là avec le retour de mon dual.
J'étais sûr que je pouvais faire quelque chose vraiment. Alors, le dual, c'est le fauteuil avec les 2 skis. Avec 2 skis, ouais. Parce qu'on peut choisir d'avoir 1 ou 2 skis. Et pour le coup, il n'y a que moi qui ai choisi d'en avoir 2. Mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont en train de réfléchir maintenant. C'était peut-être le bon choix finalement pour monter sur le podium, d'avoir 2 skis. Quelques jours après, dans le slalom du combiné, là par contre, vous aviez fait le choix de l'uniski. Hein. Ouais, moi pour le slalom, il faut être vraiment plus vif. Du coup, un seul ski, c'est vraiment mieux. Il y a moins d'inertie et justement derrière le super G du super combiné là, où on a une paire de skis de super G qui est super lourde. Quand on arrive en slalom là, on se sent vraiment tout léger et je pense que c'est un atout encore. Alors, on voit, c'est hyper technique. Le slalom, il faut essayer de garder en plus, là, on ne se rend pas compte, mais il y a une pente de dingue. Ouais, vraiment, on ne se rend pas compte. Mais je faisais pas mon malin. Ah, mais c'est vrai que la télé, ça écrase toujours la pente. Hein. Ouais. Autant la piste de vitesse et même de géant, c'était très raisonnable. C'était même une piste assez facile, comme disaient les valides, là. Autant, là, cette piste de slalom... C'était pas gagné, quoi. Vous étiez sur les mêmes sites de compétition que les valides quelques semaines avant ? Sur la descente, le super G, le géant, non, peut-être pas le géant, mais sur la vitesse, oui, et sur la technique, je crois pas. On voit le public, il y avait des supporters français Ouais, il y avait les Baucher, donc la famille Baucher. Non, les familles Baucher. Oui, il y a BO et BAU. Il y avait 2 Baucher dans l'équipe de France. Exactement, ouais. Médaille donc d'argent, c'est celle-là qu'on vient de voir, combinée, qui récompense aussi les skieurs complets. Et ouais. Vous le disiez, vous n'avez pas forcément une spécialité, même si cette saison, au-delà de ces médailles olympiques, vous avez remporté le globe du slalom, la Coupe du monde de slalom. Donc, cette dernière course des Jeux paralympiques, forcément, vous espériez aussi faire quelque chose. J'étais attendu. Après, moi, j'avoue que déjà depuis l'année dernière où on avait testé la piste, je savais que potentiellement, ce n'était pas une piste pour moi. Parce qu'en fait, il y a, dans la catégorie des skieurs assis, il y a plusieurs sous-catégories, on va dire. Et sur des pistes très compliquées, hyper pentues comme celle-ci, là, c'est ceux qui ont le handicap le plus faible, on va dire, qui vont être avantagés. Je suis assez content de ma médaille parce que c'était vraiment pas gagné d'avance, quoi. On vous voit là, dans la deuxième manche de ce slalom, où là c'est pareil, il ne faut pas faire de grosses fautes. Ouais, là pour le coup, c'était celui qui arrivait en bas, celui qui faisait la faute la moins grosse, on va dire, parce que les conditions de neige étaient un peu compliquées là sur les dernières épreuves, parce qu'il avait plu, et contrairement justement à Maurice et je me rappelle plus son prénom, qu'on avait croisé sur le plateau là, qui m'avait dit en ski de fond, qui m'avait dit vraiment prends une veste en plus parce que tu vas te cailler. Nous on a crevé de chaud sur place. Alors 15 jours, le climat a évolué de très froid pour les Jeux Olympiques à chaud pour les Paralympiques. On voit d'ailleurs la neige, on sent qu'elle est meuble, que ça tient pas. Là c'est parce que c'est deuxième manche, du coup c'est fin de journée, mais le matin c'était une plaque de glace pour le coup. Parce que ça regelait dans la nuit. Ouais. Et du coup, tout ce qui avait bien fondu pendant le jour, se transformait en glace, quoi, vraiment. Alors, il y avait 12 athlètes dans l'équipe de France, donc toute petite délégation. 15. Non, je considère que, exactement, les guides sont des sacrés athlètes aussi. En ski de fond. 20 médailles au total. Finalement, vous avez optimisé les performances. Je crois que la France finit dans le top 5 au classement. Ouais, en fait, on est 4e. Certains classements déclassent la Russie parce que c'était une nation pas comme les autres, on va dire. On l'avait vu au jeu précédent. Ouais. Et du coup, dans ce classement, on arrive donc sur la 3e marche du podium des nations, si on les enlève. Donc, super résultat, vraiment. Tout le monde est ravi, quoi. Il y avait la ministre des Sports qui avait fait le déplacement. On la voit là, à vos côtés. Je crois que c'est après votre première médaille. Ouais. Laura Flessel, vous avez été reçue depuis votre retour en France par les instances. Le président Macron, non, il ne s'est pas encore intéressé à vos médailles. En fait, donc Laura Flessel et la ministre déléguée aux personnes handicapées sont venus nous voir sur place. Ils nous ont accueillis aussi à l'aéroport.
Mais a priori, quelques collègues ont eu une invitation de M. Macron, mais ça n'a pas été mon cas. Après. Ah, bah alors là, franchement, je lui mets un carton rouge à Emmanuel Macron. Il y a ça viendra peut-être. 3 médailles olympiques pour un skieur grenoblois et il oublie de l'inviter. Mais bon, je pense qu'il a des antennes, il doit nous écouter et j'espère qu'il rattrapera son erreur. C'est la fin de carrière pour vous, Frédéric, à 41 ans, ces 3 médailles? Ouais, je crois que je vais rester là-dessus, histoire de ne pas être déçu, de continuer. Non, et puis je vais comment je pourrais dire, après avoir sollicité énormément ma femme pour tout, exactement. C'est l'idée. Vous savez ce que vous allez faire quand on arrête une carrière sportive qui prend énormément de temps? Vous avez déjà une petite idée? Oui, ma femme prépare le truc depuis un moment. Bon, j'ai vu que vous étiez assez doué pour fabriquer des bonnets. Ouais, c'est vrai. J'ai une photo d'un de vos bonnets. Voilà. Un de mes plus beaux bonnets. Il est aux couleurs de Si on parlait, le bleu et le jaune. Ça, c'est vous avec vos petites mains? Ouais. Et ce bonnet qui s'appelle Tignes 3X d'ailleurs, parce que je l'ai fait à Tignes. Enfin, c'est des bonnets que nous, on faisait pendant les transports ou pendant les courses annulées, on va dire. Histoire de passer le temps, de s'enlever de la pression et puis d'aider des associations. Alors pour le coup, chaque faiseur de bonnets avait son association à aider et donc j'en suis pas au niveau de la fondation, mais oui, l'idée là, c'était vraiment de mettre un coup de projecteur et donc moi j'aide Loisirs Pluriels. Donc une association qui à Fontaine, à Porte des Alpes, qui aide en fait c'est comme un centre de loisirs où les enfants handis et les enfants valides sont mélangés et ça fait que il y a de la mixité, ce qui est la base de tout à mon avis, surtout chez les enfants. Donc voilà, moi c'est l'asso que j'ai aidé et j'étais par contre de mon côté soutenu par une classe d'Élysée Chatin, en fait même toute l'école d'Élysée Chatin à Grenoble là, dont particulièrement une classe, celle de Nathalie d'Avignon là. Et il m'envoyait des photos tous les jours, justement avec des petits bonnets. C'était vraiment énorme quoi. Ça fait chaud au cœur. Bon, alors avant de raccrocher, de vous consacrer peut-être au bonnet de façon plus professionnelle. Non, ce ne sera pas le cas. Vous avez aller encore au show, du coup, j'aurais pas besoin de bonnet là où j'irai. Vous avez encore un rendez-vous avec vos supporters, avec le public, c'est ce week-end à Champs-Rousse pour les championnats de France d'handiski. Ça tombe bien, toute l'équipe de France va être présente pour ce dernier rendez-vous de la saison. Oui, en fait, les championnats de France ont lieu ici pour les 50 ans des Jeux. Donc, les organisateurs ont poussé pour que ce soit à Champs-Rousse. Et malgré notre retour très récent, on sera tous ici à Champs-Rousse. Voilà, à partir de vendredi jusqu'à dimanche. Snowboarder et nordique compris. Vous serez en compétition samedi et dimanche? Non, en fait, moi, dès vendredi, dès demain, je serai sur le border cross. Ah, vous allez faire du border cross, ski cross. Très bien. Je suis champion de France en titre, je ne lâcherai pas mon titre comme ça. Ah ouais, quand on a 3 médailles olympiques, on veut aussi le titre national. Oui. C'est normal. Bon, je l'ai enlevé à regret, Frédéric, mais vous l'avez gagné et elle vous revient, donc je ne vais pas vous la chipper comme ça. Avec des récompenses olympiques, vous allez peut-être devenir aussi célèbre que votre homonyme. Mais oui, ça fait un moment que Laurent Louia me traque avec ça. À chaque fois, c'est sa blague récurrente. Il semblerait qu'ici aussi. Moi, j'ai mis un petit extrait de Frédéric François, une de ses chansons d'amour. Il en a écrit des centaines de chansons d'amour. Ça me permet de faire la transition avec nos invités d'en face. Vous connaissiez Frédéric François, même si c'est pas votre génération. Non, celle de ma grand-mère. Il sévit toujours. Alors c'est vrai que c'est pas le même style de musique que ce que fait la Musguel. Vous n'êtes pas trop dans la variété love, mais vous êtes plutôt dans l'électro-swing. Regardez ce que ça donne. Problème de mémoire, je me souviens mal de demain et j'avance dans le noir. Mon futur s'oublie. Did you ever fly? Could you fly with your remote? Did you know Monty might fly? Then tell me what's next. I
At least get to be more. I wanna see more, the whole thing a lot more. I wanna get to know tomorrow a little faster. Let me get a stage, just let me get a ride. All the fat crap, time to get down. Dreaming about time traveling, bro. Brother, you need to freeze the clock. Your time is over now. Let everything you know. Sister, you need to freeze the clock. This time is over now. Time is over. Un extrait d'un de vos derniers clips. C'est vrai que ça donne tout de suite envie de danser électro swing. On dit la musgueule, LMZG. On dit les deux. Les deux. Comme vous préférez. Bah, moi, je vais dire la musgueule parce que je suis un peu à l'ancienne et puis j'ai du mal avec les acronymes. Vous êtes un peu notre baromètre dans cette émission. Vous étiez venu il y a 2 ans nous parler du groupe, alors avec une chanteuse blonde à l'époque. Vous êtes revenu l'an dernier avec une chanteuse brune. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous demander quelle est la couleur des cheveux de votre... Brune. Elle n'a pas changé? Non, c'est toujours Non, la c'est même. toujours des Il morts. n'y a plus de cheveux là. Alors c'est Le vrai. chanteur n'a plus de cheveux. Mais... Le chanteur a plus de cheveux. Et combien de personnes dans la musgueule? 5 sur scène et 7 en tournée. On est 7 pendant nos concerts. Ouais. Donc 4 garçons et une fille. Elle est là, Déborah en vert. Et c'est vrai que Romain, comme il n'y a plus beaucoup de cheveux, il est là. Là, je me suis dit sur le plateau. Alors, l'électro-swing, on l'a compris, on a découvert l'univers musical. Ça repose en partie sur les cuivres, hein, c'est important. Oui, c'est une pièce maîtresse de notre groupe. Ouais. Donc Salvatore a un rôle clé dans le groupe. Central C'est même. vrai que ça apporte la touche swing à ce style électro-swing par les riffs cuivre qui rappellent les années 20, 30 et toute l'époque big band. Alors, vous êtes venu avec votre saxo. Salvatore, je vais vous demander peut-être de nous faire un cours d'électro-swing, accéléré bien sûr. Un exemple d'air connu de l'époque swing. Il s'agit de Sing 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 de Benny Goodman. C'était avant Frédéric François, ça. Ah oui, C'était bien. un petit peu avant, oui. C'est moi Et donc le principe de l'électro-swing, c'est d'utiliser ces riffs ou ces airs connus de l'époque swing ou qui ressemblent et de rajouter de l'électro par-dessus. Donc ça peut être du kick, grosse caisse claire, mais joué par des instruments électroniques, un ordinateur ou un DJ qui va créer du son électronique par-dessus ces mélodies rétro. Le saxo, ça reste cette ligne-là, de toute façon. Ça peut être cette ligne-là, ça peut être des mélodies composées par rapport aux chansons inventées, mais ça reste de l'instrument acoustique qu'on retrouve sur scène avec les instruments électroniques. Oui, là, on a joué un air connu, mais sur scène, on fait beaucoup de nos chansons à nous, où on s'inspire un peu ce fantasme des années 20, qu'on mélange la prohibition, qu'on mélange avec justement tout ce côté beaucoup plus électronique. Voilà. C'est vrai qu'il y a une esthétique aussi que le groupe travaille, on le voit dans vos clips, on le voit aussi quand vous êtes sur scène. C'est une musique qui est faite pour être jouée en live. Oui, une musique populaire qui est faite pour les festivals, pour les salles de spectacle en live, et puis surtout une musique qui rassemble toutes les générations, enfin qu'on espère qu'il peut rassembler toutes les générations. Salvatore, danser avec le saxo, c'est pas évident. Moi j'adore ça. Ah ouais? C'est ce que je préfère. Courir, sauter, danser. Ah, vous êtes capable de tout faire avec un saxo. Oui. Et plus je m'amuse, plus c'est facile de faire de la musique en dansant, en bougeant énormément. Bon, je vais pas vous demander de danser là sur le plateau, on n'a pas beaucoup de place, mais on pourra vous voir danser ce samedi en Isère, à la Côte-Saint-André, pour un concert un petit peu particulier. Vous vous mettez au classique, hein? C'est ça, du coup, on a l'Orchestre Philharmonique de la Côte-Saint-André qui nous rejoint sur cette date. C'est une date un peu unique pour nous. Ils vont jouer... Salvatore les a d'ailleurs... c'est lui qui les a coachés. Voilà. Depuis 2 mois environ, on répète tous les vendredis avec l'Orchestre de la Côte-Saint-André qui nous invitait à jouer avec eux. Et on ne voulait pas d'un concert première partie orchestre, deuxième partie le groupe. Et on s'est dit, on va faire monter les musiciens de l'orchestre avec nous sur scène. Donc j'ai écrit des partitions pour qu'ils puissent jouer avec nous sur nos morceaux. On a réadapté, on a réadapté le répertoire pour que l'orchestre puisse jouer sur nos morceaux.
Il n'y a pas de saxophone dans un orchestre philharmonique. Ah si, il y a des hautbois, flûte, clarinette, saxophone, trompette, trombone. Donc là, il y a rivalité alors entre les saxophones de l'orchestre et vous? Alors, pas de rivalité parce que je les connais pour la plupart. Ce sont mes élèves puisque je suis professeur à la Côte-Saint-André. Donc je connais bien cet orchestre. Bon, alors un mélange surprenant, en tout cas à découvrir donc ce samedi 24 mars à 20h30. Ça se passe à la salle des fêtes du château de la Côte-Saint-André. C'est le berceau du compositeur Hector Berlioz, la Côte-Saint-André. Donc c'est normal que la musique classique y ait droit. Et ben, l'Electro Swing vient lui donner un petit coup de boost. De fraîcheur. De fraîcheur. Bon, et puis il y a d'autres dates pour vous tout au long de l'été. On peut retrouver ça sur votre site internet, sur Facebook, sur Twitter. Vous êtes très réseaux sociaux. Vous avez combien de portables J'en ai qu'un, mais il est connecté sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes sûr que vous en avez qu'un, Romain? Regardez, j'ai trouvé les images qui vous démentent là. Ah oui, c'est vrai. Hein, là, il y en a au moins 15. C'était un clip participatif sur Phoenix, une chanson du dernier album, ouais. Donc tous les fans ont envoyé des images d'eux filmées grâce à Snapchat ou Facebook d'ailleurs, et on a fait un clip avec. Bon, voilà, les 15 portables de Romain Deschamps. C'est comme ça qu'on reconnaît la notoriété en fonction des fans, des cercles d'amis. Un portable pour les proches, un portable pour les autres. Bon, voilà. Bref, bah merci en tout cas d'être venu nous présenter une nouvelle fois la Musgueule. Est-ce que vous aimez l'électro-swing, la musique je ne connaissais pas, mais maintenant qu'il m'a parlé du swing des années 20, je sens que ça me vous tente. rappelle quelque chose, oui. Maintenant. Alors avec mon vous, grand-père. On va pas parler de musique, on va parler d'argent. Vous êtes à la tête d'une fondation qui porte votre nom, la Fondation Mérigot, qui porte le nom, les prénoms de vos parents. Tout à fait. Janine et Maurice. Et Maurice Mérigot. C'est quoi une fondation ? Oui, c'est relativement non pas difficile à expliquer. En fait, ça permet le but d'une fondation. Donc, Janine et Maurice Mérigot, qui est effectivement le prénom de mes parents, permet d'aider des associations. C'est une fondation abritée, hein, donc ça, non pas que ça complique les choses, abritée sous Caritas France, mais ça permet un certain nombre comment dire, au niveau administratif et aussi, faut être clair, au niveau de entre guillemets, de la défiscalisation liée aux dons, que ce soit les dons des particuliers ou les dons des entreprises. Alors il y a votre argent aussi, il y a des... Oui, alors effectivement, le premier rapport de fonds, ça a été l'argent familial, qui en fait provient comme on dit, d'une indivision de mes parents qui ont décédé. Et nous avons considéré que c'était le bien commun. Et que ce bien commun, puisque bon, je suis le plus jeune des frères, ce bien commun, j'allais dire non pas que nous n'en avions pas besoin, mais à un moment, il faut savoir transmettre et partager. Et ça veut dire aussi partager à la fois des fonds et à la fois, j'allais dire, des valeurs. Et on essaye de communiquer avec les deux, quoi. Donc c'est une jeune fondation puisqu'elle a été créée en 2016. C'est une fondation territoriale locale qui est en fait d'aider les personnes fragilisées dans leur vie au quotidien et à 2 pas de soi, c'est-à-dire dans notre territoire grenoblois. Alors vous avez aidé cette association sur le premier volet. Il y avait 150 000 euros qui étaient destinés. Là, j'ai quelques images d'un garage solidaire, Solidaire Auto, à Échirolles, que vous avez soutenu. Oui, c'était donc il faisait partie des 4 associations qu'on a soutenues en 2017. C'est un garage solidaire donc qui permet une tarification solidaire aux personnes qui ont besoin d'une automobile dans le cadre à la fois de leur déplacement professionnel et aussi personnel. Je crois qu'il y a trois garagistes et qui permet à des taux préférentiels et très préférentiels, effectivement, les personnes qui ont un quotient familial, comme on dit, de moins de 750 euros, qui permet que la facture automobile soit moins élevée. Et puis, ils vendent aussi donc des voitures de l'ordre de 2000 euros, des voitures qu'ils ont reçues en don. Et puis, il y a aussi un service de location mensuel qui permet la mobilité, puisque la mobilité est un axe important pour le travail, hein, pour se déplacer. Alors ça, c'était les investissements, on va dire, de l'an dernier. Là, vous lancez aujourd'hui, hein, ce jeudi, un nouvel appel aux associations. Oui, alors ça s'appelle effectivement un appel à projet. L'idée, c'est les aidants sont,
les aidés, excusez-moi, sont c'est un nombre important en France, quel que soit le problème. Et derrière, il y a des aidants. Et les aidants, souvent, c'est pas forcément qu'ils sont oubliés, c'est souvent des aidants familiaux qui ont en grande partie aussi un travail. Et cela, effectivement, c'est très difficile d'aider, aussi bien au niveau familial que ce soit ses parents, ses enfants, etc. C'est très lourd psychologiquement. Et à un moment, il faut partager. Et les associations aident à ce partage. Par exemple, on a décidé d'aider une association qui s'appelle Locomotive. Locomotive, par exemple, aide les enfants malades du cancer et de leucémie et aide aussi les parents. Et en fait, là, par exemple, dans ce cadre-là, c'est ce qu'on appelle des semaines de répit. Puisque, j'allais dire, ça peut être un monde, confiné. Je veux dire. Et là, il faut s'ouvrir à l'extérieur et ces associations aident effectivement les aidants à s'ouvrir à l'extérieur par rapport à ces problèmes significatifs de vie, quoi. La Fondation Mérigot, donc les associations qui ont envie de postuler peuvent trouver les informations sur le site internet de la Fondation. Il y a donc 100 000 euros mis à disposition des projets. Tout à fait. Il y a un certain nombre de projets qui peuvent aller de 5 000 à 30 000 euros. Donc c'est des projets significatifs. Et on s'engage pour 2018-2019, quoi. Enfin, la Fondation s'engage. Et à l'inverse aussi, on peut faire un appel de fonds pour la Fondation. S'il y a des donateurs, s'il y a des donateurs, Emmanuel Macron, par exemple, fondation-mérigot.org, voilà, c'est dit. Ça marche. Merci en tout cas à tous les quatre. Bonne continuation dans vos diverses aventures. Merci Fred pour le cadeau. Merci. Je t'en ferai un avec plaisir également. Et puis nous, on se retrouve demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.